Mesdames, Messieurs, très ravi de vous retrouver dans le cadre de cette tribune d'information sur Pan-African News. À la une de l'actualité de ce 21 février 2024, tension frontalière RDC-Rwanda, les États-Unis d'Amérique s'inquiètent. Alors que les violences meurtrières se multiplient à l'est du Congo, le pays de l'oncle Sam craint l'éclatement d'une guerre civilo-militaire entre les deux pays voisins. Le rappel à l'ordre de deux pays par les États-Unis d'Amérique à suivre dans ce journal. Présidentielle sénégalaise 2024, 15 des candidats demandent la tenue du scrutin au plus tard le 2 avril prochain. Ils exigent par ailleurs le maintien de la liste des candidats préalablement arrêtés par le Conseil constitutionnel. C'est tout pour le titre, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et vous faites bien de vous informer sur Pan-African Media. Nous le disions donc en titre, les États-Unis d'Amérique ont notifié la RDC et le Rwanda qu'ils doivent, n'est-ce pas, s'éloigner du bord de la guerre. Pendant ce temps, un avertissement le plus sévère concernant un conflit imminent entre les deux pays voisins qui fait et continue de faire des victimes en grand nombre, ayant un risque de causer une guerre civilo-militaire, comme nous le dit donc cet élément. Avertissement lancé par l'ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU convoqué par la France. L'avertissement américain fait suite au rejet par le ministère rwandais des Affaires étrangères lundi des appels américains au retrait de ses troupes et de ses systèmes de missiles sol-air dans l'est du Congo. La situation s'aggrave à l'est de la République démocratique du Congo. Le département d'État américain a critiqué l'aggravation de la violence causée par le M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda, alors que le ministère rwandais a déclaré que ses troupes défendaient le territoire rwandais. Le ministère a parlé des menaces pour la sécurité nationale rwandaise résultant de la présence de la RDC d'un groupe armé dont les membres comprennent des auteurs présumés du génocide de 1994 au cours duquel plus de 800 000 Tutsis et Hutus modérés qui tentaient de les protéger ont été tués. L'ambassadeur du Congo auprès des Nations Unies, Zenon Ngai Mukongo, a exhorté le Conseil de sécurité à exiger du Rwanda de retirer ses troupes du pays sans condition préalable et qu'il cesse de soutenir le M23. Il a accusé l'armée rwandaise d'occuper illégalement une partie de la province orientale du Nord Kivu et de soutenir le M23 pour déstabiliser le Congo et piller les richesses en minerais et en minéraux dans l'est du pays. Les combats près de Goma, la plus grande ville de la région, se sont intensifiés ces derniers jours. Les rebelles du M23 menacent de s'emparer de la métropole. Les habitants de la ville voisine de Sake ont fui les violents combats entre les troupes du gouvernement congolais et le groupe terroriste. M. Wood, ambassadeur adjoint des États-Unis, a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour mettre fin au combat et désamorcer les tensions entre le Congo et le Rwanda. Des millions de personnes sont confrontées à une grave crise humanitaire et l'ampleur des déplacements, des violations des droits de l'homme et de la violence sexiste sont effroyables. Et puis, toujours dans le cadre de cette crise, le gouvernement français a exhorté le gouvernement de la République démocratique du Congo de rompre tout lien avec les groupes armés, spécifiquement les forces démocratiques de la libération du Rwanda, mardi 20 février dernier. Dans une déclaration publiée sur sa plateforme, la France exprime sa profonde inquiétude quant à la situation prévalente dans l'est de la RDC, plus précisément dans le nord Kivu, autour des villes de Goma et de Sake, soulignant les préoccupations liées à la sécurité des populations civiles. La France exhorte tous les groupes armés à cesser immédiatement les hostilités et insiste sur le fait que les forces armées de la RDC doivent honorer leurs engagements en cessant toute forme de coopération avec les FDLR, un mouvement issu des milices responsables du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Elle demande également au M23 de mettre fin au combat sans délai et de se retirer de toutes les zones sous son contrôle
conformément aux accords établis lors du processus de Luanda et de Nairobi. La suite du journal nous conduit au Sénégal. Report de l'élection présidentielle donc, les langues continuent de se déchaîner et continuent d'animer les émotions dans le pays. Cette fois-ci, c'est au tour de candidats de réclamer le vote dans le meilleur délai ainsi que le maintien de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel. D'autres précisions, c'est dans ce reportage. Les 15 prétendants à la fonction présidentielle exigent que le nouveau vote soit tenu avant le 2 avril, date à laquelle le président sortant Macky Sall doit terminer son mandat. Par ailleurs, ils insistent également sur le fait que la liste des candidats approuvés au départ ne doit pas être modifiée. Pourtant, le chef de l'État souhaitait reporter les élections de plusieurs mois afin de résoudre les différends relatifs à l'éligibilité de certains candidats selon certaines indiscrétions. Une décision que le Conseil constitutionnel a rejetée en bloc, la qualifiant antidémocratique. À la suite, le président Macky Sall a déclaré que le scrutin se tiendrait dès que possible sans préciser la date exacte de cette élection présidentielle. En rappel, samedi dernier à Dakar, la capitale, des manifestations ont également eu lieu dans les rues de la ville pour faire la pression sur l'organisation du scrutin présidentiel dans le plus bref délai. Dans cette nouvelle revendication, les candidats à l'élection présidentielle sénégalaise réclament un scrutin dans les 6 semaines, alors que selon les manifestants de samedi dernier, ils ont proposé leurs dates, notamment le 2 mars et le 9 mars pour le premier tour et fin mars pour le second tour. Dans ce cas, le président aura 2 jours ou 3 pour transmettre le pouvoir aux nouvelles élus. Tout compte fait, le report de l'élection présidentielle sénégalaise par Macky Sall suscite de vives tensions au sein du pays. Le président sortant a déclaré vendredi son intention de respecter la décision du Conseil constitutionnel annulant le décret présidentiel visant à reporter le vote. Le Sénégal, cité comme exemple de la stabilité démocratique en Afrique, est actuellement secoué par des troubles politiques entraînant des manifestations violentes et des interruptions des services de communication mobile. Parlons de l'énergie électrique au Sahel. Les sociétés d'électricité au pays des États du Sahel sont en atelier depuis le 20 février dernier à Ouagadougou. Il s'agit, n'est-ce pas, de ces pays pour les techniciens justement de la R2MASA, de la Nigélec et de la Sonabel de peaufiner des stratégies de sécurisation de l'approvisionnement de ces pays de l'AES en énergie électrique. D'autres précisions, c'est avec Fabio Ladombe. C'est sous le thème de quelle stratégie pour sécuriser l'approvisionnement des pays de l'AES en énergie électrique que les sociétés d'électricité des pays de l'Alliance des États du Sahel se sont rencontrés à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, pour échanger des idées, partager des pratiques et discuter des défis communs liés à la sécurisation de l'approvisionnement énergétique. Cet échange, voulu par les autorités du Mali, du Niger et du Burkina Faso, et qui se tient entre 3 sociétés sœurs, à savoir l'énergie du Mali, la Société nigérienne d'électricité, la Société nationale d'électricité du Burkina Faso, réunit des experts en production, en transport, en distribution et en commercialisation de l'énergie visant à jeter les bases d'une coopération énergétique entre les États membres de l'AES. Pour Souleymane Ouedraogo, qui n'est d'autre que le directeur général de Sonabel, les derniers développements sociopolitiques commande que les 3 sociétés se rapprochent davantage et collaborent étroitement en tant que techniciens d'entre. Le rôle est d'attirer l'attention des autorités sur les enjeux économiques, sociaux et même sécuritaires liés à l'approvisionnement des pays en énergie électrique dans un contexte socio-politique sous-régional difficile. Yacouba Gouba, ministre de l'énergie, des mines et des carrières du Burkina Faso, quant à lui, a estimé que l'approvisionnement des pays de l'AES en énergie dans le contexte socio-politique sous-régional oblige les sociétés d'électricité à repenser la stratégie d'approvisionnement en énergie. Selon ce dernier, les 3 pays liés par le destin, l'histoire et la géographie de développer des solutions et des stratégies endogènes
pour garantir l'électricité à des populations déjà éprouvées par l'ennemi commun qu'est le terrorisme. Il s'agira donc, à court terme, de trouver la stratégie à mettre en œuvre un approvisionnement sécurisé. À long terme, il sera question de développer la centrale nucléaire. Au cours de cet atelier des techniciens de l'énergie électrique de l'AES, tous les métiers de l'électricité sont pris en compte, ce qui permettra dans un premier temps de dresser un tableau clinique des systèmes électriques. Dans un second temps, il s'agira de renforcer entre autres la capacité des pays de l'AES à anticiper les événements et renforcer la planification et de trouver des mécanismes pour compter d'abord sur l'optimisation et la mutualisation des ressources propres en diversifiant le choix des partenaires stratégiques. Les conclusions de cet atelier de rencontre des sociétés d'électricité des États de l'AES sont entendues par les plus hautes autorités des 3 États. Restons au Sahel et parlons de la voie de communication entre le Burkina Faso et le Ghana. Le chemin de fer Ouagadougou-Accra est en bonne voie, est en voie de développement justement. Pour sa bonne réhabilitation, les autorités des 2 pays font confiance à la Russie pour mener les travaux. Diane Bena nous en dit plus. Le mardi 20 février 2024, le ministre burkinabé des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luxorgo, a eu un entretien avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Alexis Saltykov. Objectif, discuter sur les mécanismes de rénovation du chemin de fer Burkina-Ghana. Au cours des échanges, le diplomate russe a exprimé l'intérêt de Moscou pour le projet et n'a pas manqué de féliciter l'engagement du ministre Sorgo pour sa volonté à développer les infrastructures de transport de qualité au pays des hommes intègres. De son côté, le ministre Sorgo a fait un exposé des projets prioritaires d'infrastructures de transport de son pays, ainsi que les projets ferroviaires, autoroutiers et routiers. Il faut noter que la plupart de ces projets ont déjà été soumis à des études de faisabilité. Sans plus tarder, le ministre Adama Luke a ordonné à ses techniciens de fournir toutes les informations nécessaires à la partie russe. Ceci dans les plus brefs délais afin que des actions concrètes puissent être engagées. M. Adama a même affirmé être impatient de voir la Russie à pied d'œuvre dans les travaux de développement du chemin de fer Ouagadougou-Accra. Il a également souligné que le Burkina Faso est un pays carrefour pour l'AES, tout en précisant que le chemin de fer soulagerait considérablement le réseau routier. Toutefois, le développement du chemin de fer Ouagadougou-Accra augure une bonne nouvelle pour le pays des hommes intègres et par ailleurs pour toute la région du Sahel. Cette voie ferrée permettra également de dynamiser le commerce et l'investissement ainsi que de favoriser la création d'emplois. Au Nigeria, le chef de la défense, le général Christophe Moussa, a exprimé sa frustration face à ce qu'il qualifie de double standard de certains pays qui refusent de vendre des armes à son pays en raison des préoccupations liées aux droits de l'homme. Abdoulaye Rahman. Cette déclaration met en lumière l'un des défis les plus importants auxquels est confronté le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. Dans sa lutte contre une crise sécuritaire meurtrière et complexe, le Nigeria est confronté à plusieurs problèmes de sécurité, allant de l'insurrection militante islamiste dans le nord-est du pays, aux nombreux groupes armés qui ciblent les voyageurs et les communautés dans les régions du nord-ouest et du centre. Les autorités nigérianes ont cherché à renforcer leurs capacités militaires pour faire face à ces défis, notamment en se procurant des armes auprès des fournisseurs
étrangers. Cependant, selon le général Moussa, certains pays ont refusé de vendre ces armes au Nigeria en invoquant des préoccupations en matière de droits de l'homme. Même avec notre argent, il est difficile d'obtenir des équipements, a déclaré le général Moussa aux journalistes à Abuja, la capitale du Nigeria, reconnaissant un besoin énorme d'hélicoptères, de drones et de véhicules MRAP. Critiquant durement ces doubles standards des vendeurs d'armes, l'officier supérieur a souligné que le Nigeria, en tant que souveraineté nationale, a le droit de se défendre et de protéger ses citoyens. Il a également martelé les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les respects des droits de l'homme dans les forces armées nigérianes, notamment à travers des programmes de formation et de sensibilisation. Certains parlent de droits de l'homme, d'autres disent « vous avez tué ». Mais parfois, ceux qui nous pointent du doigt ont fait pire et personne ne leur demande de rendre des comptes. Ce sont ces deux poids deux mesures qui rendent le monde plus dangereux, a-t-il poursuivi sans citer nommément ces pays. Cependant, les pays vendeurs d'armes soutiennent que ces préoccupations en matière de droits de l'homme sont légitimes et qu'ils ne peuvent pas contribuer à des violations potentielles des droits fondamentaux. Ils insistent sur l'importance pour le Nigeria de respecter les normes internationales. Il faut rappeler que le département d'État du Nigeria sur la sécurité indique que le soutien militaire des États-Unis au pays a parfois inclus une formation sur la manière de réduire les risques pour les civils. En outre, le Nigeria a effectué le premier paiement pour 12 hélicoptères d'attaque d'une valeur totale de 997 millions de dollars. Mesdames, Messieurs, la suite du journal nous conduit au pays de Nelson Mandela. Élection générale, le président sud-africain Cyril Ramaphosa fixe la date. Selon un communiqué de la présidence rendu public hier mardi, les élections législatives et provinciales de cette année auront lieu le 29 mai prochain. Après avoir consulté la commission électorale indépendante sur la date de ces élections, il a organisé une réunion avec les 9 premiers ministres provinciaux et la CEI pour discuter de l'état de préparation du scrutin. Les élections de 2024 coïncident avec la célébration par l'Afrique du Sud du 30e anniversaire des premières élections libres post-apartheid. M. Ramaphosa appelle tous les électeurs inscrits à participer pleinement à cette étape importante et historique du calendrier démocratique du pays. Il invite par ailleurs les Sud-Africains à exercer leur droit de vote démocratique et ceux qui feront campagne à le faire ou à la faire pacifiquement dans le plein respect de la loi, et les électeurs non enregistrés à utiliser la plateforme d'inscription en ligne pour s'inscrire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons cette fois-ci de la coopération Angola-Gambie à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la République de Gambie le 18 février dernier. Le président angolais João Lourenço a adressé une lettre de félicitations à son homologue gambien Adama Barrow, dans laquelle il a profité pour préciser son souhait de voir les deux pays renforcer leurs liens d'antan. Plus de précisions avec Abdoulaye Rahman. Le président angolais João Lourenço a envoyé une lettre diplomatique de courtoisie à son homologue gambien Adama Barrow à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance de la Gambie le dimanche 18 février 2024. Cet échange de correspondance a également réaffirmé la volonté de Luanda de renforcer sa coopération bilatérale avec Banjul. Dans un message de vœux, João Lourenço a affirmé sa détermination à travailler pour renforcer les liens de coopération et d'amitié existants avec la République de Gambie, comme le rapporte la présidence angolaise. Cet échange épistolaire témoigne de la volonté des deux pays de consolider et d'approfondir leur collaboration dans divers domaines, notamment économiques, politiques et culturels. Il met également en évidence l'importance accordée par l'Angola à ses relations avec la Gambie dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération et l'intégration régionale en Afrique. Il convient de noter que les relations entre l'Angola et la Gambie ne se limitent pas à la coopération bilatérale, mais s'étendent également à la coopération régionale et internationale, notamment en tant que membre actif de l'Union africaine et d'autres organisations régionales. L'échange de courriers de courtoisie diplomatique entre les chefs d'État est une pratique courante pour renforcer les relations amicales et diplomatiques entre les pays. Ces lettres offrent l'occasion aux dirigeants
dirigeants de souligner l'importance qu'ils accordent à la coopération mutuelle et de réaffirmer leur volonté de la renforcer. Le leader du second plus important producteur de pétrole brut en Afrique a en outre souhaité au peuple gambien bien-être et prospérité. Les deux pays entretiennent des liens de coopération axés surtout sur le domaine pétrolier et gazier. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce 21 février 2024. Rendez-vous demain à la même heure, même chaîne de télévision. Bonsoir.